Bien, on va pouvoir démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous le savez, on interroge ici les perturbations productives que génèrent les pratiques numériques sur le travail ou sur les opérations de recherche et de création. Dans ce contexte, on interroge aussi les dynamiques interdisciplinaires ou les relations art-sciences-technologie, ou peut-être art-sciences-ingénierie aussi, comme ça va être le cas aujourd'hui. Alors, il me semble qu'il y a plusieurs manières, peut-être si je devais donner des jalons pour introduire la séance, de considérer ces relations. Une première manière serait d'interroger les modes d'organisation, peut-être, les institutions, les modes de gouvernance, les politiques de soutien, etc., qui redéfinissent d'une certaine manière l'art, la science et la technologie en menant des politiques d'injonction à la recherche en art, par exemple, ou à l'innovation, d'une certaine manière. Il y a une autre façon, une autre entrée qui serait celle de l'observation des mutations du travail. Qu'est-ce que ça promeut dans l'activité concrète? Est-ce que ça transforme les savoirs et les savoir-faire de chacun de ces mondes, les mondes de l'art, les mondes de la science, les mondes de la technologie, quand ils sont amenés à entrer en collision ou en dialogue? Et puis, une dernière façon, une dernière entrée serait peut-être d'interroger les finalités, ou disons les objets, les objectifs, mais aussi la carrière des objets qui sont produits dans chacun de ces mondes. Donc les résultats, en posant la question de la visée de ces résultats, que vise-t-on, comment faisons-nous exister les résultats de nos activités de recherche ou de création ou d'ingénierie? Cette dernière entrée, me semble-t-il, celle de la carrière des objets, leur conception, leur circulation, leur qualification aussi, s'intéresser à ces choses-là me permet de mettre en suspens, d'une certaine manière, les identités professionnelles ou peut-être des distinctions qui seraient trop mécaniques ou hiérarchisées de ce qui compose les savoirs et les savoir-faire propres à chacun des mondes ou à chacun des disciplines. Donc, j'ai envie ici, d'une certaine manière, et c'est ce qu'on fait depuis quelques séances déjà, de poser cette question des modes d'existence et des régimes de valorisation et d'attribution de ces objets, qui sont des objets souvent collectifs et interdisciplinaires, des œuvres, des robots, des algorithmes. Ça a été le cas, par exemple, dans la séance où l'on a reçu Francis Chateau-Renaud et Dominique Cardon, qui nous ont parlé des algorithmes, où on a reçu aussi France Cadet et Angélica Lim, qui nous ont parlé des androïdes, par exemple. Ici, aujourd'hui, on va considérer un autre objet, un objet particulier, qui est la démo. Donc cette figure, qui est peut-être une figure intermédiaire entre la publication et l'exposition, puisqu'on se situe à l'interface entre les arts et les sciences. On sait bien que chacun de ces mondes ont échafaudé des médiums, des langages spécifiques qui leur permettent de valoriser leur production, l'exposition pour l'art, donc la monstration, et puis la publication pour les chercheurs ou pour les scientifiques. Et les ingénieurs ou les techniciens, informaticiens, etc., emploient la démo, donc la démonstration, pour, d'une certaine manière, à la fois valoriser une production, mais la valoriser à un stade prototypique, souvent, la valoriser, la mettre à l'épreuve, la donner, la tester, la livrer à l'expérimentation d'un public qu'on cherche à capter aussi, qu'on cherche à enrôler dans un processus. Et ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment aujourd'hui le monde de la recherche ou le monde de la création ont pu s'emparer de ce format intermédiaire de la démo. Qu'est-ce que faire une démo en art, par exemple, ou qu'est-ce que faire une démo en sciences aussi? Comment peut-on mobiliser ce médium particulier qui n'est pas véritablement un résultat, mais qui est une production intermédiaire qui vient bousculer les manières de faire de la science ou de faire de l'art. Alors, les injonctions politiques dont je parlais tout à l'heure peuvent se traduire à travers des formules comme publish or perish pour le domaine de la science, or demo or die pour le domaine de la technologie. Alors je ne sais pas ce que pourrait être l'équivalent en art de cette injonction, puisque l'art est tantôt ramené du côté de la création, évidemment, d'œuvres, mais aussi de plus en plus du côté de la recherche ou du développement technologique également, puisqu'il y a une injonction à l'innovation. Alors, j'aimerais bien qu'on discute voilà, de ces enjeux aujourd'hui, de ces faits, la manière dont on produit ces démos, mais aussi des valeurs, de l'intérêt qu'on y accorde, de la façon dont on les qualifie et de la manière dont on les valorise aussi dans chacun de ces mondes, art, sciences, technologie. Alors, pour cela, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui trois
trois acteurs et penseurs de ces dynamiques de la démonstration ou de la démo. Un anthropologue, Claude Rosenthal, qui est à l'EHESS, enfin, directeur de recherche au CNRS, mais rattaché au Centre d'études des mouvements sociaux et qui questionne la démocratie, la façon dont ces démonstrations peuvent aussi jouer un rôle dans les affaires publiques, par exemple. Et puis ensuite, on écoutera Étienne Cliquet, qui est enseignant en art à l'ISDAT, donc l'Institut, j'oublie toujours, mais l'école d'art et de design de Toulouse. Voilà, Institut supérieur des arts de Toulouse, donc, où il intervient dans le champ de l'art contemporain et des arts numériques, on va dire. Étienne est quelqu'un qui a questionné la démo depuis longtemps, depuis ce collectif qui s'appelle Téléphérique, peut-être tu nous en diras un mot, et qui donc apportera un regard de créateur sur cette question-là. Et puis ensuite aussi Samuel Bianchini, qui lui est enseignant et artiste et chercheur, c'est le cas des artistes aujourd'hui, hein, Étienne Cliquet aussi, à l'ENSAD Lab, donc le laboratoire de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, où il travaille sur la mise en œuvre. Alors il apportera peut-être une distinction intéressante entre l'idée de démo comme performance, comme action, et l'idée de démonstrateur, c'est-à-dire d'objet en lien avec les technologies numériques, mais qui joue ce rôle ou qui s'interpose entre le créateur et le public d'une certaine manière, en mobilisant les figures de l'interactivité, etc. On verra comment ça peut être questionné. Alors, vous avez environ 25 minutes, 30 minutes chacun. On va écouter les trois interventions à la suite. On prendra une petite pause et ensuite on aura 1 heure de discussion, si vous voulez bien, tous ensemble. Merci. Bien, merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Donc, cette invitation, donc, je voudrais vous parler spécifiquement effectivement de certains usages des démos. Bon, ça s'inscrit dans le cadre d'un travail un peu plus large, enfin vraiment plus large, sur les usages de différentes formes de démonstration qui passent par en particulier des formes de démonstration publique. En anglais, public demonstration, ça inclut les manifestations de rue, mais ça peut être aussi des choses plus scripturales, les démonstrations publiques, les démonstrations sur papier qui sont publicisées. Et les démos sont effectivement une forme de démonstration extrêmement intéressante qui peuvent être visibles. Aujourd'hui, je serais tenté de mettre plutôt cette illustration première illustration pour parler des démos. C'est les démos de Steve Jobs. Donc, ce qui m'intéresse, c'est moi de regarder vraiment en quoi ce sont ces opérateurs, les formes de démonstration, quels sont les rôles multiples qu'ils jouent à plein de niveaux, et de regarder ça comme un fait social total, y compris les processions, par exemple, religieuses, et voir en quoi ça affecte toutes les institutions, et comment il y a des effets de complémentarité et de substitution. Donc là, spécifiquement, ce que je voudrais dire, ce dont je voudrais parler, c'est effectivement plus spécifiquement des démos et dans certains espaces sur lesquels j'ai fait des enquêtes, des observations, pas uniquement des entretiens, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, en particulier dans la Silicon Valley, mais aussi de longue date sur différentes côtes, enfin, y compris la côte est des États-Unis, au MIT, au Media Lab, où Negroponte a inventé le label, enfin le mot d'ordre Demo or Die, justement, dont parlait Jean-Paul. Et effectivement, pour rebondir sur l'intervention de Jean-Paul, effectivement, quand on pense aux démos de Steve Jobs, on ne se rend pas compte, on a affaire à des grandes démos très médiatisées qui viennent enfin de parcours d'élaboration souvent d'un produit. Les produits sont déjà quasiment stabilisés et on a à faire une espèce de marketing des sciences et des technologies. Or, effectivement, ce que signalait Jean-Paul est tout à fait exact, c'est-à-dire que les démos sont aussi utilisées à des stades prototypiques, comme des tests, des expériences,
Et c'est beaucoup de ça dont je voudrais parler. Donc, si on part du premier modèle, la démo à la Steve Jobs, c'est de la persuasion, voire de la preuve, prouver que quelque chose fonctionne bien. Ça, ce sont deux grandes catégories qui viennent immédiatement à l'esprit. Une troisième catégorie qui vient très souvent, c'est la notion de théâtre. On a affaire à un spectacle, une mise en scène. Et effectivement, par exemple, Steve Jobs travaillait beaucoup avec des professionnels du spectacle divers pour monter ses démos. Il les répétait énormément. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pour de nombreux chercheurs et ingénieurs, donc ce qui est apparu dans mes enquêtes aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, ce sont aussi, ces démos jouent plein d'autres rôles. Donc, ce sont des outils d'échange et de coordination. C'est-à-dire, c'est une façon de... Il y a plein de transactions, c'est ça dont je voudrais parler. C'est des dispositifs cognitifs, c'est-à-dire pour apprendre de connaissances, et des dispositifs relationnels qui mettent en relation des personnes avec des interactions souvent très intenses et très préparées, très lourdes d'enjeux, notamment économiques, vendre un projet, par exemple, trouver des partenaires, trouver des premiers clients. Donc ça, c'est une chose. C'est des outils aussi de compétition, enfin de concurrence et de mobilisation. Mobiliser, par exemple, à différents niveaux, dont j'aurais parlé. Et enfin, je voudrais dire, puisque je vais sélectionner juste quelques points, ce sont des ressources aussi pour la gestion de projets technologiques, mais aussi pour la conception de projets, ça dont j'aurais parlé, et aussi l'évaluation de projets. Donc, alors, là, comme, effectivement, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec ce type de pratique, je voudrais juste dire quelques mots et illustrer en quoi consistent des démos au moins pour un certain nombre de chercheurs et d'ingénieurs. Ensuite, dire quelques mots sur les usages. Donc, j'ai un peu annoncé les choses, je voudrais rendre ça un peu concret. Et puis, je voudrais analyser certaines contraintes qui pèsent sur l'exercice des démos et aussi certaines conditions de possibilité. C'est essayer de comprendre pourquoi il y a une telle prégnance des démos, notamment dans les univers technologiques. Est-ce que c'est simplement parce que voilà, il y a eu des ordinateurs, il y a des robots, donc il y a des démos, ou est-ce que les démos, ces pratiques-là, ont des propriétés spécifiques qui permettent de comprendre pourquoi elles jouent autant de rôles et pourquoi les chercheurs, les ingénieurs les mobilisent tant. Et puis voilà, donc je conclurai rapidement sur la question de la démocratie. Je dirais quelques mots sur ça. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une démo pour des ingénieurs et dans quel contexte elles sont utilisées? Il n'y a pas de jaloux. Bill Gates a aussi sa place dans l'histoire des démos. Démo, d'abord, c'est une abréviation du terme démonstration, étymologiquement. Et il s'agit en fait donc d'une forme spécifique de démonstration qui consiste à présenter un dispositif technique en action et à essayer d'en expliquer le fonctionnement. Et alors ça peut être un logiciel informatique, ça peut être un robot en action, voilà, comme par exemple ici. Donc il n'y a pas que des logiciels. Ça se déroule souvent devant un public choisi. Il y a tout un contrôle de l'accès du public. Steve Jobs aussi, par exemple, quand il fait des démos, il a fait des démos au San Francisco Symphony Hall, où il y avait 4000 personnes. L'accès était très contrôlé pour les journalistes, etc. Alors, pendant une démo, un démonstrateur donc, commente le fonctionnement d'un dispositif technique. Il peut lier ce fonctionnement à différentes affirmations. Par exemple, il met en avant la valeur d'une méthode ou alors des propriétés
théoriques, parfois, par exemple en robotique, qui sont liées par exemple, à des techniques d'intelligence artificielle. Donc les démos peuvent être réalisées dans différents contextes. Donc ça peut être des lancements de produits, comme dans le cas de Steve Jobs. Ça peut être aussi, mais aussi parfois de façon moins médiatisée. Donc il y a une plus grande prolifération des démos, même si la face émergée de l'iceberg, c'est des grandes démos médiatisées. Ça peut être aussi des séminaires. Ça peut être des tours de laboratoire. Qui peuvent être aussi, par exemple, l'intelligence artificielle est très fortement financée par le domaine militaire, historiquement, donc ça peut être devant il y a beaucoup quantitativement de démos dans le monde militaire, avec pour objectif donc soit par exemple de décrocher des financements, soit d'obtenir du crédit symbolique, par exemple si c'est des pairs, des formes de reconnaissance. Il y a par exemple des compétitions de robots aussi, dans lesquelles des démos sont effectuées. Il peut y avoir même des concours avec des démos, avec des normes très très strictes. Il y a beaucoup aussi dans les salons de l'entrepreneuriat, les usages des démos, donc dans des grands espaces, des réunions très ponctuelles. La première image que j'avais montrée était au Tech Desk de Microsoft. C'est une photo que j'avais prise. Donc on avait 3 démonstrateurs en train de préparer leur démonstration juste avant un grand show un peu médiatique. Et puis, évidemment, elles sont aussi utilisées de façon importante pour gérer les relations avec le grand public, notamment par la médiation des journalistes, comme ici. Alors, question, quels sont, vous voyez un peu la nature des objets, un premier aperçu, quelques contextes, quels sont les usages de ces démos? Alors d'abord, ça peut être une forme de présentation de soi. C'est-à-dire, par exemple, en menant des enquêtes dans la Silicon Valley, des chercheurs, je les rencontrais, la première chose qu'ils disaient, c'était « Hi, nice to meet you, I can run a little demo for you ». Bonjour, très heureux de vous rencontrer, je peux vous faire une petite démo. Donc, au lieu de donner une carte de visite, il y avait un premier échange qui se nouait autour de la démo. C'est une forme de présentation de soi. C'est « Je vous montre mon dispositif », comme une forme d'introduction de soi. Donc, d'un point de vue anthropologique, il y a une première dimension, il y a une première transaction. En échange d'un rendez-vous, le démonstrateur gratifie son hôte d'une démo. Cette transaction peut être ensuite suivie d'autres. C'est-à-dire que, en fait, c'est un moyen... Si vous voulez, introduction implicitement et corrélativement, c'est un moyen de rencontre. Par exemple, ça peut être de plein de façons. Il peut y avoir un premier mail introductif, je peux vous faire une petite démo, et voilà, c'est le premier moment de la rencontre, et avec souvent comme objectif la construction d'une relation d'échange ensuite. Alors, du coup, par exemple, si des chercheurs, des ingénieurs cherchent des financements, ils vont, par exemple, chercher à se présenter, à s'introduire via leur dispositif et via leur démo à plein de sponsors potentiels, de premiers clients potentiels, de premiers utilisateurs potentiels. Et du coup, c'est un moyen de découverte d'institutions et de premières ressources. Ça peut même être, dans certains cas, des chevaux de Troie, comme par exemple des façons même de prendre le contrôle, pas de détruire, mais de prendre le contrôle de partenaires. Alors, la question, c'est quels sont les mécanismes en jeu? Alors, en fait, ce qui est très important, c'est comme, vous savez, l'expérience des étudiants qui sont dans un amphithéâtre, qui se croient invisibles, alors que les conférenciers voient, eux, tous les visages, toutes les réactions, ils saisissent
effectivement toutes les réactions. Et chez de nombreux démonstrateurs, en particulier les démonstrateurs un peu talentueux, c'est exactement ça ce qui se passe, c'est qu'ils observent les réactions. C'est-à-dire ils voient des personnes qui seront invisibles et ils analysent leurs réactions, notamment quand vous imaginez à des stades prototypiques où les projets ne sont pas encore très stabilisés, ça peut être des fois à des stades très très peu avancés. Et donc la première étape, c'est que l'observation est réciproque. L'idée, c'est que s'il y a bien transaction, c'est que notamment il y a l'idée de recueillir des avis, des feedbacks, d'échanger des informations diverses, d'échanger des ressources qui se nouent autour de ce type d'interaction qui est équipée. Donc c'est pas si vous voulez, une interaction symbolique qui passe uniquement par le langage, des symboles. Là, ça peut être lourdement équipé et par des équipements high-tech. Et puis avec, par exemple, l'idée de recueillir des données sur le public, par exemple, d'essayer de savoir qui fait quoi, etc. L'idée, c'est par exemple, de découvrir les attentes, éventuellement, ou éventuellement d'imaginer qu'il y a des attentes et de les identifier, d'identifier les projets du public, d'identifier les problèmes. Donc ça, c'est des labels qui peuvent être théorisés plus ou moins par les démonstrateurs eux-mêmes. Et puis avec l'idée de voir comment, par exemple, s'il s'agit de créer des premiers clients, de voir comment les spectateurs peuvent devenir des sponsors, des partenaires, des clients potentiels, peuvent s'approprier le dispositif pour transformer le statut de spectateur à sponsor, client, utilisateur. Du coup, il y a des phénomènes d'ajustement très importants. C'est-à-dire que, en fait, donc je parlais de transactions, donc typiquement par exemple dans un salon vous avez le démonstrateur et vous voyez par exemple ici, je pense que cette image montre bien les effets d'observation multiples sur cette scène un peu emblématique. L'idée c'est que en fait autour de ces échanges, ce qui va se nouer, c'est que les démonstrateurs peuvent découvrir comment ajuster leur prototype pour faciliter leur adoption. Ils peuvent identifier, voir comment transformer leur public cible, se dire « Ah non, mais finalement, on s'est trompé, c'est pas du tout notre public. » J'imagine que ça résonne aussi dans le domaine de l'art, de façon très, très clairement. Le type de narration que je suis en train de produire, je pense que vous pouvez facilement la transposer à moindre coût dans d'autres domaines. Et puis, c'est une façon aussi de transformer en partie les interlocuteurs, soit en les convainquant, en disant, voilà, vous avez vraiment besoin de ça, vous allez vous allez informatiser vos procédures, etc. Ou alors, en les formant. C'est-à-dire que la fonction, par exemple, de dire, on fait de la formation continue, on va vous former sur notre nouveau logiciel, etc., pour que vous puissiez utiliser. En fait, dans la démarche même de formation, c'est une démarche également de construction d'une transaction, d'un échange, de transformation des individus. Donc, d'un point de vue anthropologique, le terme formation peut avoir aussi ce statut. Donc, en fait, je pense que, voilà, ce que je suggère par là, je pense que vous avez compris, c'est que les démos, c'est des espèces de pieds dans la porte, ça peut être des pieds dans la porte, et avec des engrenages, c'est des premiers rouages d'un engrenage qui va ensuite impliquer les publics et adapter à la fois les publics et les utilisateurs, avec un phénomène de co-adaptation. Et donc, c'est comme ça que des versions de prototypes peuvent devenir des produits bien ciblés et que souvent des micro-marchés peuvent être constitués. Ce qui est important, notamment quand on regarde la sociologie de l'innovation, ce qui est très important, souvent c'est les premiers moments, les premiers utilisateurs qui vont dire « Ah oui, c'est vraiment très très bien ». Donc il y a plein de théories en sociologie de l'innovation sur ça, mais si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que les démos peuvent être justement se situer à des étapes tout à fait cruciales justement pour créer des effets de masse. Alors, donc,
vous l'avez compris, on ne peut pas simplement appréhender dans ces pratiques-là les démos comme des outils de preuve et de persuasion. Et ça, c'est un peu un piège bimillénaire depuis Aristote, dans lequel Aristote nous a toujours expliqué que une démonstration, c'était soit de l'apodexie, soit de l'épidexie, soit de la preuve, soit de la persuasion, avec des dichotomies multiples qui font que du coup, c'est très difficile de sortir de ce modèle. Ah oui, mais du coup, c'est pour vendre la science. Enfin, on ne peut pas rabattre toujours ces formes de démonstration-là à de la preuve et de la persuasion, ou avec l'échappatoire qui est le théâtre. C'est beaucoup plus, les rôles sont beaucoup plus multiples. Et l'ontologie des démonstrations, leur nature est beaucoup plus diverse que ça. Donc ce n'est pas des formes de communication unilatérale qui consisteraient simplement à soit délivrer, soit persuader un message de persuasion, un message de preuve probatoire. C'est quelque chose qui peut être aussi beaucoup plus interactif. Alors là, j'anticipe parce que je ne connais pas la nature de l'intervention de Samuel, mais si vous voulez, il y a plusieurs façons de faire. Les grands technologies évangélistes, comme par exemple le guide Kawasaki, disent pour faire une démo, il faut d'abord, surtout vous ne laissez pas interrompre par le public, vous faites une démo courte, pas plus de 5 minutes, vous dites les choses et après vous répondez aux questions, parce que sinon c'est la catastrophe, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Donc il y a beaucoup de prescriptions dans ce domaine, comment faire des démos. Il peut y avoir donc des démos en plusieurs parties, monologue et ensuite interaction. Mais il peut y avoir aussi des démonstrations plus interactives, par exemple sur des salons, avec des démos qui sont constituées au fil des interactions, des questions, réponses, aussi à partir des objets. Et notamment, une des choses qui m'a marqué, par exemple en observant aussi des démos un peu à la frontière de la production des scientifiques et des ingénieurs, par exemple à la foire de Paris, c'était de voir à quel point les excellents démonstrateurs, vous savez, les bonimenteurs qui vendent toutes sortes d'appareils magiques, etc., sont pas simplement concentrés sur leur performance en disant voilà, regardez, je suis un personnage charismatique, je vous montre des choses, des appareils fabuleux, avec un discours parfaitement rodé, des pratiques parfaitement rodées, mais sont de très très fins observateurs qui regardent, qui savent comment, à la fois, sont des maîtres de l'interaction, comment gérer les foules, humilier une personne qui va sortir du public en disant « Mais pourquoi vous sortez, vous, devant les autres, pour constituer des publics, des cercles, et aussi pour observer qui va déclencher les ventes en premier à l'issue de la démonstration. » Donc ce sont des très très fins observateurs, ça serait peut-être leur première qualité par rapport à la qualité, vous savez, d'une forme de théâtre classique qui consisterait à avoir une performance bien rodée. Donc, les démos, ce que je disais, c'est que les démos ne sont pas simplement créées lorsque les contenus scientifiques et technologiques sont stabilisés pour vendre des produits, donc comme dans le cas de Steve Jobs ou dans des salons dans lesquels il y a des produits déjà commercialisés. Elles peuvent être utilisées à différents stades d'un projet, et notamment pour en définir le contenu de façon vraiment dialectique dans un échange avec le public, avec beaucoup d'interlocuteurs tests. Et dans ce cas-là, les démos constituent des objets, des outils de gestion de projet. Et vous voyez, au lieu d'opposer le marketing des sciences et des technologies d'une part et la fabrique des sciences et des technologies, du coup les démos deviennent des opérateurs qui lient le marketing et la fabrique des sciences et des technologies. Et c'est pratiqué de façon systématique, par exemple, chez Apple. C'est-à-dire que dès les premiers stades des premiers stades de la conception d'un projet, il y a tout de suite des démos qui sont réalisées en interne, en externe, avec des partenaires potentiels, des clients potentiels, avec l'idée de
justement de piloter le projet au fil de la réalisation des démos. Et ça, c'est pas quelque chose qui est... là, je peux donner l'impression que je suis dans la contemporanéité, ou un équivalent de ce mot. En fait, si vous regardez l'histoire des sciences et des techniques, c'est très ancien. Vous prenez par exemple le cas d'Edison, quand il cherche à électrifier l'Amérique. La première chose qu'il fait, il teste. Il a rien fait. Il n'a pas d'ampoule. Il n'y a pas d'ampoule au tungstène. Il commence par s'adresser à des journalistes, à des banquiers, à leur demander qu'est-ce que vous diriez si on électrifiait l'Amérique. Et puis ensuite, s'il voit des réactions plutôt positives, il commence à élaborer à rentrer dans un processus de conception, à faire des démos, alors même qu'il n'y a rien, éventuellement, ou pas grand-chose. Voilà, donc, question, je vois que le temps a passé, donc je vais essayer de raccourcir. Et dernière chose, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Donc ça, du coup, je vais être peut-être plus rapide. Pourquoi est-ce qu'on a affaire à des festivals démonstratifs dans des tas d'institutions? Pourquoi c'est des pratiques si importantes? Le cas, par exemple, de l'intelligence artificielle dans la Silicon Valley, c'est très intéressant parce que, en fait, on s'aperçoit que, d'abord parce que les trajectoires des acteurs sont multiples, donc vous avez des académiques qui sont en même temps... qui sont des fondateurs de start-up, qui ont travaillé, par exemple, comme cadre dans les entreprises comme Apple, comme ingénieurs, qui sont aussi conseillers pour la défense pendant des mandats de 4 ans. Et ces trajectoires contribuent à la migration et la mutation des pratiques démonstratives. Ça imprègne aussi leur travail sur la nécessité, même sur des formes plus d'écriture, scripturale. Et du coup, du fait de ces trajectoires, on comprend aussi que du coup, elles sont utilisées de façon universelle et capitalisée. C'est-à-dire autant un article, par exemple théorique, ne va pas pouvoir sortir du cercle des pairs, autant une démo va pouvoir être utilisée par des démonstrateurs devant leurs pairs, si vous avez des chercheurs ou des ingénieurs en intelligence artificielle, ils vont pouvoir l'utiliser dans les arènes académiques, mais ils vont pouvoir aussi l'utiliser face à des sponsors, pour aussi, dans tous les grands moments de leur vie publique, pour présenter à la fois des résultats théoriques, des résultats, des réalisations technologiques. Du coup, le fait de ne pas utiliser des démos devient improbable, et en fait, il y a énormément de caractéristiques qui permettent de comprendre en quoi elles sont intéressantes, parce que, notamment par rapport à des managers pressés, c'est très intéressant. Je disais, par exemple, les conseils de Guy Kawasaki, c'est pas plus de 5 minutes, donc ça donne l'impression à des managers pressés de pouvoir saisir les projets technologiques sans finalement avoir besoin de l'avis de tiers, d'experts, entre guillemets, et d'avoir l'impression qu'ils se forment leur propre opinion sur les technologies ou sur les projets qui sont présentés. Et c'est très important parce que finalement, ça ne fait que révéler la face émergée de l'iceberg, c'est que les sciences et les technologies ne sont pas évaluées sans limite temporelle. Elles sont évaluées dans le cadre d'une économie imparfaite, aussi bien en termes de ressources en temps, et aussi en termes de savoir-faire. C'est-à-dire que finalement, l'idée que les démos puissent être utilisées face au grand public, face aux journalistes, face à des autorités politiques et économiques, ne fait que révéler ce qui se passe plus généralement, mais à des degrés évidemment variables, dans le domaine des sciences et des technologies, dans lequel la question des compétences absolues ou du temps absolu pour évaluer un projet scientifique ou technologique n'est pas une réalité. Donc ça, c'est très important. C'est aussi important, par exemple, face à des institutions de la défense, donc par exemple dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est très important, dans lequel ça permet, comme un article théorique, de laisser dans l'ombre des aspects d'un projet sans révéler les principes de fonctionnement. Donc vous voyez, vous montrez comment fonctionne
un logiciel, un projet technologique, sans en révéler les principes du fonctionnement. Donc ça permet de... À la fois, il y a un fit avec l'attente d'événements qui ressemblent à des démonstrations de force, et en même temps, ce ne sont pas des parades, c'est-à-dire que ça permet aussi de présenter des choses tout en gardant des secrets, qui peuvent être industriels, militaires. Et ça répond aussi à la logique d'exemplarité des consultants qui marquent leurs histoires à succès. C'est-à-dire l'idée de dire, voilà, c'est un cas exemplaire, un succès formidable. Et cette forme de démonstration convient très très bien dans un monde où le travail contractuel et la sous-traitance sont généralisés, dans lequel il y a une sorte d'ubérisation de la science et de la technologie. À la NASA, par exemple, il y a beaucoup plus de contractants que de chercheurs et d'ingénieurs employés par l'organisme. Donc du coup, pour gérer des relations contractuelles et le accountability, c'est le fait de devoir rendre des comptes sur des projets, etc., la DEBO est un objet très intéressant. Donc vous voyez, il y a ça permet une connexion finalement entre des mondes, par exemple les mondes des laboratoires qui sont marqués par les incertitudes de la recherche, d'un côté, et d'autre part, les relations avec des autorités économiques qui ont besoin des scénarios très certains pour investir dans des projets. Et donc, au moment de la démo et dans le choix du langage, dans le choix du répertoire, la façon de commenter le fonctionnement du dispositif en action, éventuellement avec des formes un peu polysémiques qui sont bien choisies, qui permettent la gestion des ambiguïtés, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez justement, autour de cette démo, de ce moment d'interaction équipé très fort, justement gérer la relation entre science, technologie et société. Donc voilà. Donc je dirais très, très brièvement que là du coup je vais aller beaucoup, voilà, je vais vraiment conclure plus que conclure. Bon, alors je dirais juste quelques mots. Je dirais que les démos, donc en fait, vous voyez, on peut considérer que ce sont des phénomènes anecdotiques, ludiques, des moments, ou alors assembler les pièces d'un puzzle et vous dire qu'il y a tout un système démocratique qui est à explorer derrière, et que ces moments qui semblent anecdotiques, en les connectant, on a un objet finalement de recherche qui apparaît, un outil de compréhension du monde. Alors en particulier, là j'ai parlé vraiment de très peu de choses, mais je voulais parler en tout cas, enfin c'est pas des choses négligeables, c'est des choses importantes, mais en quoi ça peut servir à structurer les relations entre les chercheurs, entre eux, mais aussi entre chercheurs, ingénieurs, les industriels et les militaires. Et quand on étudie ces pratiques, qui sont à la fois des pratiques indissociablement savantes et des pratiques sociales, on a un moyen important de regarder quel est l'équipement du contrat entre sciences, technologie et société. C'est-à-dire que c'est pas sans rester à un niveau symbolique, mais de comprendre quels sont les moments importants autour duquel, et les pratiques importantes autour desquelles se nouent ces relations et ces échanges. Et de fait, on peut considérer, par exemple, j'avais fait des enquêtes à la Commission européenne, la gestion des grands programmes de recherche et développement. Si vous regardez l'ancien projet de constitution européenne, qui est maintenant le traité de Lisbonne, ce qui est au cœur de la science et de la technologie, ce sont les activités de démonstration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la traduction de l'anglais « demonstration activities ». Et ça réfère à des modes, des pratiques gestionnaires des pratiques gestionnaires des grands programmes de recherche et développement, qui s'appellent au sein de l'Europe recherche, développement et activités de démonstration, et qui consiste, il y a un savoir-faire qui s'est constitué au fil des différents programmes 4 qui ont été lancés, qui consiste non seulement à produire la recherche et développement, mais aussi à demander à tous les participants qui sont financés de produire des histoires à succès et aussi beaucoup, dans de nombreux domaines technologiques, des démos.
Et c'est un moyen à la fois de gestion des programmes, de mettre en relation, d'inviter des représentants politiques, des industriels, dans des espèces de grandes démonstrations spectaculaires qui rappellent celles qui avaient été créées, par exemple, au XVIIe, au moment de la création de l'Académie des sciences, où l'idée était de rassembler ces différents acteurs autour de grandes démonstrations. Et là, vous le voyez, par exemple, à Bruxelles, avec des télétransmissions de grandes démos technologiques, grandes démonstrations spectaculaires qui sont organisées pour publiciser, entre guillemets, les résultats technologiques et scientifiques. Donc, ce qui était devenu finalement un outil gestionnaire est devenu un projet politique, notamment, par exemple, dans l'idée de constituer une constitution européenne, et on comprend mieux ce qui se passe ici. On ne peut pas comprendre ça sans, en imaginant que l'histoire des chercheurs en intelligence artificielle de la Silicon Valley n'a rien à voir avec celle des inventeurs du 19e siècle ou des représentants de commerce démonstrateurs itinérants. Il faut vraiment une histoire longue qui remonte qui remonte à l'Antiquité, j'ose pas dire au moins, mais, qui remonte à l'Antiquité, y compris avec les grandes démonstrations de médecine, des iatrosophistes dans l'école hippocratique. Et de telles pratiques relèvent en fait, non seulement il faut une grande profondeur historique, mais aussi il faut observer énormément de dimensions. Et si on s'intéresse uniquement aux approches sociologiques, c'est aussi bien de la sociologie de la connaissance que de la sociologie économique, de la sociologie des organisations, parce que les démos, par exemple, sont organisées dans les grandes organisations, et de la sociologie politique. Et d'ailleurs, sociologie politique, maintenant je lève le suspense sur la notion de démocratie. Effectivement, j'emploie ce terme pour qualifier des régimes qui utilisent des démonstrations pour la gestion des affaires publiques. J'emploie le terme aristotélicien, les affaires publiques, les affaires de la cité, dans un sens assez large. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit apparaître, c'est que finalement, ces régimes ne donnent pas tant un pouvoir aux masses, aux démos, c'est-à-dire effectivement, c'est une ouverture sur le monde des laboratoires apparente, pour le public. En même temps, on n'est pas donc dans ces démocraties idéales, avec un pouvoir qui est donné de façon aussi univoque aux masses, aux démos grecs. On est dans les structures de pouvoir qui semblent donner un pouvoir en particulier important aux démonstrateurs de talent et aux institutions qu'ils investissent ou qui les emploient. Donc ça peut être la NASA, ça peut être d'autres institutions. Donc vous voyez des démos mises sur les sites web, une façon de trouver des sponsors à très long terme dans les programmes d'éducation. Et je trouve que la remarque de Tocqueville de la démocratie en Amérique est tout à fait judicieuse. Quand il annonçait que le monde nouveau, entre guillemets, qu'il observait, n'est pas mené par de longues et savantes démonstrations. Eh bien, peut-être faut-il distinguer plusieurs mondes, mais en tout cas, dans différents mondes, la thèse de Tocqueville me semble juste, c'est-à-dire que les démos constituent justement des outils qui servent à mener le monde. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il est vraiment très intéressant d'explorer ces pratiques. Voilà. Donc je m'arrêterai là, juste en donnant quelques références et en vous remerciant. Du coup, je vais me déconnecter. Je pourrais aller... Ça sera en ligne après. Oui, monsieur. Voilà. Écoute, merci.
Alors, oui. Ok. Bon. Alors, peut-être vous allez être surpris par la forme de ma présentation, parce qu'elle ressemble à un programme. Donc, un langage de programmation. J'avais utilisé il y a 1 an, à l'occasion d'une rencontre, d'un séminaire à Paris, à l'école des arts décoratifs qu'organisait Samuel sur l'organologie. J'étais intervenu sur la démo et je cherchais un moyen de condenser ma pensée pour la restituer et la partager lors du colloque. Donc je reviendrai peut-être dans l'heure de discussion sur les questions qui ont trait à cette forme-là. Disons que rapidement, c'est une forme condensée qui va me servir à tenir le fil de ma présentation. J'ai changé de plan. J'ai changé de plan, mais la direction reste la même. C'est que j'aimerais aujourd'hui, à travers mon expérience d'artiste et l'utilisation de la démo, parler de son caractère stratégique en tant qu'artiste, c'est-à-dire de démonstration de force et de se faire une place, dans le monde, dans le contexte artistique, et pour évoquer cette relation ces rapports de force, cette démonstration de force et de stratégie. Je pense qu'il faut que je parle à la fois de ce que ça engage en termes de lutte et d'opposition, mais également de fuite. Je pense que dans tout combat, il y a un aspect on va vers l'avant, et un moment où on esquive comme ça. Et je pense que c'est un double mouvement qu'il faut, là je pense, qui peut être intéressant. J'ai peu de photos des démos qu'on a réalisées au sein du collectif que j'ai créé. Le collectif s'appelle Téléphérique. Il a existé de 1999 en 2005. Et il a constitué en 2 activités bien déterminées. L'hébergement et la mise en ligne de projets logiciels expérimentaux à télécharger, donc un site de téléchargement avec une interface de stockage sans design, et par ailleurs une présentation en public sous la forme de démo. En moyenne, à peu près une démo tous les 2 mois sur 5 ans. Alors, je vais parler de l'apparition du terme démo en 2000. On avait commencé nos activités depuis 1 an et on faisait des démos, c'est-à-dire qu'on venait avec nos ordis, on présentait les projets qu'on faisait sur ordinateur, les expérimentations qu'on faisait, que ce soit du point de vue de jeunes artistes ou d'informaticiens. Et on n'avait pas trop de mots pour ça. Une fois à la Villa Arson, il y a un des membres du collectif, on était au début 5, dont Makoto Yoshihara, qui présente ce jour-là un logiciel réalisé avec Max MSP, une interface sonore qui s'appelle Loop. Et il l'utilise, il en parle en même temps qu'il la manipule, il essaie de partager les moyens d'utiliser ce logiciel, qui est par ailleurs mis dès lors sur Internet à télécharger. Donc on a en face dans l'assemblée des gens qui sont susceptibles après de l'utiliser, et quelqu'un lui demande, mais ta démo, quelle est cette... Enfin, il n'utilise pas la personne dans la salle, ne dit pas démo, il dit, mais si moi j'utilise ton logiciel, est-ce que c'est moins bien que ce que tu viens de faire? Et là, il a cette réponse, c'est quelqu'un qui parlait très peu, un japonais avec un français limite, par ailleurs bègue, et qui s'exprimait assez peu en public, et il parlait très peu. Et ce jour-là, c'était sibyllin, il dit, c'est simplement, je me suis contenté d'en faire une démo. Et ça nous a beaucoup imprégné avec Sonia Marquez, avec qui on a fondé le logiciel. On a beaucoup discuté, ça nous semblait tout à fait juste par rapport à ce qu'on essaie de mettre
en place. Alors le caractère de démonstration de force dans l'affaire, c'est que il y a certaines attentes en tant que jeune artiste quand on sort d'école d'art, c'est de faire des expositions. Ça ne nous semblait pas tout à fait juste pour le type d'objet qu'on réalisait avec des ordis. Et on a imposé les démos parce qu'on n'était pas attendu sur ce champ-là, c'est ce que je veux dire. Et il y a eu un effet de groupe, c'est-à-dire qu'on venait avec pas seulement une personne et un travail, mais on venait en groupe et on négociait en groupe. Et on venait typiquement dans des interstices de programmation de lieux. C'est-à-dire des lieux font des expos, 2, 4, plusieurs par an. Il y a des laps de temps entre le démontage et le montage. Et typiquement, tu utilisais le terme de mettre le pied dans la porte. Ben voilà, c'était ça. Et d'avoir 2-3 jours pour imposer des démos en groupe en mettant y compris les lieux en concurrence. Nous, on a besoin de faire des démos parce qu'on a tel et tel projet à se partager. Ils sont déjà en ligne, on est prêt. Par ailleurs, on a d'autres pistes ailleurs. C'est comme vous voulez. Mais nous, on veut faire ça, on en a besoin. Et on a besoin, y compris pour partager entre nous ce travail. C'est-à-dire, c'est pas... alors, je reviendrai là-dessus plus je vais essayer de détailler ça. J'espère y arriver. Mais pour l'instant, je crois qu'en ce qui concerne ce caractère de... Oui, une chose aussi, c'est que on n'attendait pas une médiation de notre travail. On avait déjà un public qui était les participants eux-mêmes. Et on comptait aussi sur notre hébergement en propre d'un serveur d'emails qu'on a largement, je vous dois l'avouer, volés à droite à gauche, pour annoncer les démos et ces rencontres, qu'elles aient lieu dans des galeries, des musées, mais des appartements, un château, sur le toit de la Cité radieuse à Marseille, dans des endroits où c'était pas si compliqué d'intervenir, dans la mesure où il y avait l'électricité, on avait un vidéoproche et des ordinateurs. Il y a une forme d'autonomie comme ça qui permettait d'être présent et réactif. Attendez, je crois que j'ai sauté, je suis pas sûr, est-ce que j'ai sauté une... Non. Maintenant, ce que je vais faire, c'est parler de ligne de fuite pour essayer de donner quelques jalons et lectures qui me semblent clés par rapport à mon positionnement dans l'histoire de l'art. Je vais utiliser 3 auteurs, Boris Groys, historien de l'art, le philosophe Walter Benjamin, et puis l'artiste Alan Capro. À propos de la performance. Donc ça, j'en ai parlé, fuir certains déterminismes, que ce soit d'ailleurs pour les artistes, là où on a zonté en tant que pour faire des expos, mais je pense aussi du point de vue d'informaticiens qu'on a croisés du bouche à oreille. On entendait dire qu'un tel était informaticien, suivait des études d'informatique ou venait de finir ses études en informatique, mais concevait des drôles d'objets ou expérimentait avec la programmation. Donc on se rencontrait et je crois que pour eux, je pense notamment à Robin Fercoq, les démos, l'activité téléphérique lui a ouvert une parenthèse par rapport à ce qu'il attendait finalement dans le milieu professionnel. Donc là, il y avait une forme de choses où pouvait s'exprimer une grande créativité. Il parlait de moutarde algorithmique, c'est-à-dire qui montonnait comme ça. Il y a cette image-là que je trouve assez belle. Et donc, voilà, quoi dire d'autre oui, je pense que c'est important de le penser dans les démos comme quelque chose de distinct du théâtre au sens où ce n'est pas des représentations. On ne vient pas refaire quelque chose, la préparer avec des filages et tout ça. On construit une situation, c'est constructiviste comme position. Et donc, il y a un rapport aux œuvres qui... je pense que ce que je veux dire, c'est que c'est des objets qui ne sont pas appréhendés du point de vue esthétique
mais plutôt du point de vue d'échange, de partage, de situation de construction. Donc je lis cet extrait de Bruce Groys, issu de l'introduction poétique contre esthétique, paru en 2010 sous le titre L'ouvrage en public. J'ai du mal à le lire sur mon écran, donc je suis obligé de le lire en vous tournant le dos. Cependant, pour éprouver quelque plaisir esthétique que ce soit, le spectateur doit être éduqué. Cette éducation reflète nécessairement le milieu social et culturel dans lequel il est né et vit. En d'autres termes, l'attitude esthétique présuppose la subordination de la production artistique à la consommation de l'art partant de là, je pense qu'il manque quelques mots, la subordination de la théorie de l'art à la sociologie. Le sujet de l'attitude artistique est un maître, alors que l'artiste est un esclave. Plus loin, l'accès relativement facile aux appareils photographiques numériques et aux caméras s'est combiné à la plateforme de distribution globale Internet pour altérer le rapport statistique traditionnel entre producteurs et consommateurs d'images. De nos jours, la production d'images concerne davantage d'individus que la contemplation d'images. Dans ce contexte, il est évident que l'attitude esthétique a perdu sa pertinence. Ce changement a été amorcé par les avant-gardes historiques. Les avant-gardes historiques, c'est-à-dire les années 20, 30. Alors j'enchaîne tout de suite avec une autre lecture d'un extrait issu de l'auteur comme producteur paru en 1934 et publié à la Fabrique en 2003. Un auteur qui n'apprend rien aux écrivains n'apprend rien à personne, est donc déterminant le caractère paradigmatique de la production qui, premièrement, est capable d'initier d'autres producteurs à la production et, deuxièmement, de mettre à leur disposition un appareil amélioré. Et cet appareil sera d'autant meilleur qu'il conduira un lecteur ou spectateur en co-auteur. Nous possédons déjà un modèle de la sorte, mais dont je ne peux parler qu'allusivement. C'est le théâtre épique de Brecht. On continue toujours à écrire des tragédies et des opéras qui, en apparence, disposent d'un appareil scénique éprouvé depuis longtemps, alors qu'en réalité, ils ne font qu'en approvisionner un menacé de ruine. Citant Brecht, cette absence de clarté qui règne chez les musiciens, les écrivains et les critiques à propos de leur situation, dit Brecht, a d'énormes conséquences, par trop inaperçues, car tout autant qu'ils sont, estimant posséder l'appareil qui en réalité les possède, ils en défendent un sur lequel ils n'ont plus aucun contrôle, cet appareil n'étant plus un moyen pour les producteurs, comme ils le croient encore, mais un moyen contre les producteurs. Moyen contre les producteurs, ce théâtre de machinerie compliquée, de gigantesques déploiements de figurants, d'effets raffinés, l'est devenu avant tout pour qu'ils cherchent à recruter les producteurs pour la lutte concurrentielle sans perspective dans laquelle l'ont impliqué le film et la radio. Le dit théâtre, peu importe que l'on pense à celui de culture ou à celui de distraction, les deux vont de pair et se complètent. Est celui d'une couche saturée pour laquelle toute chose que sa main touche se change en excitant. Le poste qu'il occupe est un poste perdu, tel n'est pas le cas, en revanche, celui d'un théâtre qui, au lieu de rivaliser avec ses instruments de publication récents, cherche à s'en servir pour s'instruire, bref, à se confronter avec eux. De cette confrontation, le théâtre épique, de Brecht, a fait sa cause. Il est ainsi mesuré au stade évolutif présent du film et de la radio, le théâtre à la hauteur de l'époque. Et dans le même, je pense, esprit ou direction, un texte donc des néo-avant-gardes, les années 60, de l'artiste Alan Capro, un titre qui s'appelle La performance non théâtrale. Habituellement, une performance est une sorte de pièce de théâtre, de danse ou de concert présentée à un public, même dans l'avant-garde. Mais actuellement, il y a deux types de performances faites couramment par les artistes. Une à prédominance théâtrale,
et une non théâtrale, moins reconnue. Elles correspondent d'une manière intéressante aux deux sens que le mot performance possède en anglais. L'un se réfère au milieu artistique, par exemple le fait de jouer au violon. L'autre relève de la pratique d'un métier ou d'une fonction, comme le fait d'exécuter une tâche, un service ou un devoir, dans le sens d'une machine performante. Depuis ses premières tentatives, les activités, les œuvres du land art, les pièces conceptuelles, les pièces fondées sur l'information et les œuvres d'art corporel ont ajouté une idée, celle d'une performance qui ne serait pas du théâtre. Au-delà de mon propre travail et des exemples de Wolf-Bostel, l'artiste allemand, et de Brecht, mais Georges Brecht, à Bertolt Brecht, donc un artiste Fluxus des années 60, déjà décrit, il n'est pas difficile de voir des aspects de performance dans une conversation téléphonique, dans le fait de creuser une tranchée dans un désert, de distribuer des tracts religieux au coin d'une rue, de collecter et de mettre en ordre les statistiques de la population et de traiter son corps en faisant se succéder des immersions dans l'eau chaude et dans l'eau froide. Mais c'est difficile de ne pas rendre cela conventionnel. Ce qui tend à arriver, c'est que les performances sont référencées par des photos et des textes présentés en tant que manifestations dans les galeries, comme l'urinoir de Duchamp, où le public artistique est amené aux performances comme au théâtre. La transformation en processus artistique est le but. Les versions cuites du non-art, placées dans un cadre culturel, est préférée à son premier état. Pour la majorité des artistes, des agents artistiques et de leur public, il ne pourrait pas en être autrement. La plupart ne trouveraient pas assez d'intérêt et de motivation personnelle pour se dispenser des formes historiques de légitimation. Le cadre nous dit ce que c'est. Une vache dans une salle de concert, c'est un musicien. Une vache dans une étable, c'est une vache. Un homme regardant le musicien vache est un public. Un homme dans une étable à bovins est infirmier. Juste. Mais la minorité qui fait de telles expérimentations se passe apparemment de ces mises au point, car elle n'a rien à voir avec une indifférence provocante ou héroïque. Au lieu de cela, comme je l'ai écrit dans Les happenings sont morts, vive les happenings, cela a à voir avec les artistes eux-mêmes qui sont aujourd'hui si entraînés à accepter quelque chose comme annexable à l'art qu'ils ont un cadre artistique ready-made dans leur tête, lequel peut être appliqué partout, à n'importe quel moment. Ils n'ont pas besoin des signes traditionnels, salles, arrangements et rites de performance, parce que la performance est une attitude qui relève de l'implication dans n'importe quelle action, à quelque niveau que ce soit. Ils n'ont pas besoin d'être adoucés. Je ne sais pas, en termes de temps, je vais peut-être... Bon, tu as bien encore 10 minutes si tu veux. Bon, c'est très bien. Je crois que je vais faire plus court. C'est pas vrai, je fais plus. Bon. Là, je vais aborder la question de la fuite. Et ce qui pourrait aussi apparaître déjà en fait de refuser de faire des expositions comme une fuite. Le premier sens de fuite, c'est le fait de disparaître. C'est le fait de passer dans la clandestinité. C'est typiquement, je sais pas... des documents qui... Il y avait un exemple qui était très bien dans le dictionnaire dictionnaire étymologique, je l'ai plus en tête. Mais le sens premier de fuite, c'est, en ce qui concerne des objets, c'est le fait de disparaître. Mais il y a... alors ce qui m'intrigue, c'est que il y a un sens inverse qu'apporte Internet lorsqu'on parle de fuiter. Pour les contributeurs de Wikipédia, la définition de Internet leak, c'est-à-dire fuite Internet, ça concerne une information ou des données qui sont révélées au grand public via Internet. Et typiquement, ces données sont ou bien des informations personnelles,
des vidéos coquines, ou bien des documents confidentiels de l'armée, on parlait de Edward Snowden ou des lanceurs d'alerte, mais il y a aussi les œuvres d'art, notamment quand sont mis à télécharger des livres, des albums. Et là c'est marrant parce que ça s'inverse en fait. Le fait de fuiter, c'est le fait d'apparaître. Et ça, d'un point de vue stratégique, c'est intéressant. Parce que, bon, c'est une réflexion en cours, et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter. Vous aurez des critiques à me faire en retour, pour me faire avancer. Mais moi, je me demande si finalement, on reparle aussi aujourd'hui de la démo, ça fait plus de 10 ans que ça n'a pas fait, mais c'est vrai que il y a quelque chose qui s'est passé que je trouvais assez... Il y avait des défauts à tout ça, mais il y avait quelque chose qui était, d'un point de vue stratégique, qui me semblait assez fort. Et bizarrement, on aurait pu penser qu'on tombe dans l'oubli, dans le fait de se détourner du média principal de l'art qu'est l'exposition. Mais d'une certaine manière, c'est le contraire qui s'est passé. Bon, en même temps, on était présent sur ces lieux-là, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait... on a négocié des choses, mais il y avait un rapport de force pour être à l'endroit où on le souhaitait, et pas sur le lieu où on nous attendait le plus. Parce qu'avec les expositions, on a tellement d'informations sur les expositions, il y en a tellement que le risque, c'est de n'en retenir que la visibilité même, qui cache tout le reste. Et je crois qu'aussi, je me perds un peu là. Il y a un autre sens de fuite qui m'intéresse, c'est le fait que, à la fois, ça peut paraître comme une débandade, comme le fait d'un phénomène ingouvernable, et à la fois d'une perspective, quand l'expression ligne de fuite, ça désigne un dessein commun. Je pense que c'est intéressant d'un point de vue stratégique. Je pense que j'ai pas assez travaillé cette partie-là, mais la dernière phrase, l'art fuit de partout, la question que je me pose, c'est des démos qui concernent, c'est latent dans le texte de Capro, c'est-à-dire des artistes qui n'ont pas besoin du cadre artistique pour penser l'art ou pour agir en tant qu'artiste. Et je veux dire que les démos, il y avait quelque chose de cet ordre dans le sens où à la fois elles impliquaient des artistes mais des non-artistes, et dans des lieux qui n'étaient pas identifiés comme artistiques. Et dans le texte de Boris Groys, il est mentionné le rapport de l'art de producteur à producteur plutôt que d'auteur à spectateur. Donc d'une certaine manière, bon, c'est tiré par les cheveux, mais Boris Groys le dit lui-même, aujourd'hui tout le monde fait des images, donc tout le monde crée des choses, produit des images. Donc je me demande de quelle manière finalement si tout le monde crée, tout le monde est artiste à sa manière, mais à sa manière, avec beaucoup de malentendus, il y a aussi un cadre artistique qui est généralement répandu. Et ce qui me questionne beaucoup, c'est que bien sûr que l'art est une construction et est à prendre dans un contexte sociologique bien précis, et en même temps, je suis très fasciné, très intéressé par la manière dont ça fuit dans d'autres domaines, ça concerne d'autres domaines. Aussi peut-être parce que l'art n'a pas d'objet. Parce que la philosophie d'ailleurs n'a pas d'objet non plus. C'est-à-dire on peut dire que la biologie a comme objet le vivant, mais l'art, est-ce que ça a un objet? Ça n'a pas d'objet. Bon, c'est des questions plus ouvertes, mais je vais finir avec ça. Merci.
seul. Vous avez les méthodes aussi. N'importe lequel. Ouais. Ouais. 明和電機のキャラクター楽器ミスターノッキーについてご説明します。Ok. Bien. Donc je vais intervenir effectivement en faisant peut-être une petite opération qui est un changement de point de vue. C'est d'essayer de revenir sur ces objets qui servent aux démonstrations et qu'on appelle aussi des démonstrateurs. C'est un terme. Alors, comme on est dans le cadre d'un séminaire, je crois que c'est important aussi de pouvoir proposer un certain nombre de choses qui ne sont pas fixées, qui n'ont pas été écrites, qui n'ont pas été publiées, etc. Donc, sur ça, vous allez voir, il y a des flottements, des choses qui sont à discuter, évidemment. Et je pense que c'est le bon cadre pour le faire. Donc le terme de démonstrateur, c'est quand même un terme qu'on va beaucoup rencontrer du côté des sciences de l'ingénieur. C'est un terme qui a été utilisé aussi dans un appel à projet de l'ANR de 2011. Et même là, quand on regarde cet appel à projet, la terminologie est incertaine. Il y a enfin, voilà, on a parlé tout à l'heure de prototypes, mais Claude a parlé aussi de ces objets-là. C'est là-dessus que je voudrais intervenir sur la terminologie de démonstrateur, à la fois du côté de celui qui fait la démonstration et des objets surtout et des dispositifs techniques qui reçoivent et qui permettent ces démonstrations. Je voudrais commencer tout de suite par un autre des artistes qui ont marqué et qui marquent encore aujourd'hui l'histoire de la démo. C'est Meiwa Denki, qui sont des Japonais, avec peut-être en montrant juste le début d'une démonstration. 明和電機のキャラクター楽器ミスターノッキーについてご説明します。ミスターノッキーは電気を使いません。ワイヤーで動く新感覚のワイヤーアクショントイです。バチ型コントローラーを動かすとワイヤーで力が伝わりミスターノッキーの手が動きます。これで演奏します。 Là, ici, là, on voit une démo. Voilà, on voit une démo qui est mise en scène, qui dure assez longtemps, qui est assez drôle. C'est vraiment quelqu'un qui fait beaucoup de performances. Et donc, là, on va en voir une autre. En fait, c'est un collectif, mais c'est surtout cet artiste qui est à la manœuvre, Nobumichi Toza. Et donc ici, il performe à UCLA en 2010. Et donc je vais juste vous mettre le début de la démo parce qu'il va dire quelque chose qui est assez important. Do you have a question? My name is Nobumichi Tosa. I am a president of Meiwa-Denki. Meiwa-Denki is very famous in Japan, like Sony. Pourquoi j'ai perdu l'image là ? C'est l'effet des mots. Qui se produit tout seul en plus. J'ai un adaptateur si faut.
dans ces cas-là que la technologie se manifeste aussi. Oui, bien sûr. Steve Jobs avait toujours des blagues quand ça ratait. Ah bah, j'en avais pas prévu. À part l'effet démo, j'avais rien prévu aussi. Il disait notamment une des deux règles de la démo, c'est qu'elle rate tout le temps. Dans le film, après je sais pas ce qui est la réalité des choses, mais on voit effectivement parfois qu'avant les démos c'est très très tendu, quoi, que le truc marche pas et tout. Après, avec l'humour, c'est utilisé, c'est plus des échecs, Steve Jobs, c'est pour montrer le caractère révolutionnaire d'une technologie. Oui, le fait que ça marche pas, c'est utilisé. Do you have a question? My name is Nobumichi Tosa. I am a president of Mailink. Mailink is very famous in Japan, like Sony and Microsoft. I play my instruments. Please take movie and upload YouTube. Donc ça c'est un point très important, c'est-à-dire que j'ai demandé à Peter Lunenfeld qu'on a cité tout à l'heure, qui a écrit un texte à la fin des années 90 en reprenant le slogan Demo or Die du MIT. Et en fait, j'ai demandé à Peter Lunenfeld, 10 ans après, à peu près un peu moins de 10 ans après, de réécrire un autre texte sur qu'est-ce qui est devenu la démo 10 ans après. Et donc c'est un texte qui vient de paraître dans un livre que je te mentionnerai rapidement dans les références tout à l'heure, qui s'appelle Démo numéro 0. Et le point principal du texte, c'est de dire qu'on est passé de démos qui étaient effectivement des démos très théâtralisées, comme celle de Steve Jobs, qui pour lui est le plus grand performeur de démos, donc qui sont très théâtralisées pour le spectacle, l'événement donc qui va avoir lieu devant un public choisi, ce qu'a décrit Claude tout à l'heure. Et en fait, ce qu'analyse Peter Lunenfeld, c'est qu'il y a un déplacement où les gens font des démos pour la vidéo, pour les réseaux sociaux. Et qu'en fait, ce qui est ciblé principalement, c'est pas justement l'événement, la performance et l'événement in situ, mais c'est la vidéo pour les réseaux sociaux. Et là, on voit, c'est intéressant, dans ce que dit Maiwa Denki, là, donc Nobumichi Tosa, il est vraiment là-dessus. C'est-à-dire, en gros, allez-y, filmez, mettez ça sur YouTube, parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. Et dans son texte cours praticable, donc l'ouvrage en question, Peter Lunenfeld prend aussi Maiwa Denki comme exemple. Donc on a parlé, quand on parle de démonstrateur, on a d'abord parlé de la personne effectivement qui fait la démonstration, et donc d'un registre qui est de l'ordre de la performance, mais il faut aussi voir donc comment ce terme de démonstrateur est utilisé pour désigner un objet ou plus largement un dispositif avec cette définition incertaine. Tout à l'heure on a utilisé le terme de prototype à plusieurs reprises. On retrouve aussi cette histoire de preuve de concept, donc des démonstrateurs, des objets ou des dispositifs qui vont être des preuves de concept. C'est par exemple des termes que l'on va retrouver dans l'appel à projet ANR sur les démonstrateurs pré-industriels, où l'idée c'est démonstrateur pré-industriel pour tester. C'est vraiment cette idée aussi de test qui a été mentionnée tout à l'heure. Donc finalement, ici on le voit, celui-ci c'est un terme, c'est un démonstrateur qu'on retrouve beaucoup quand on fait un peu de recherche sur les démonstrateurs en tant que dispositif technique. Donc c'est effectivement aussi quelque chose qu'on va retrouver beaucoup dans le contexte militaire. Donc ici c'est un démonstrateur de drone de combat européen qui est présenté au Bourget en 2013. D'ailleurs c'est assez intéressant parce que il y a à la fois on le montre, il y a la volonté de le montrer, mais en même temps on le cache, c'est-à-dire qu'il est mis à distance parce qu'il y a aussi le secret. Donc bon, je ne vais pas rentrer plus en détail, mais c'est intéressant cette relation entre le montrer et le cacher, et qui a été évoqué aussi par Claude tout à l'heure. Donc on voit que à travers le terme de démonstrateur et polysémique, mais il a vraiment je pense finalement deux définitions, qui est d'une part la personne qui fait la démonstration et l'objet ou le dispositif qui permet de faire cette démonstration. Alors,
Évidemment, ces deux vont se retrouver liés dans l'action. Donc ici, par exemple, on a à nouveau un démonstrateur plutôt du côté militaire, donc de table tactique 3D qui est présenté à Laval virtuel. Et une question élémentaire qu'on peut se poser, mais qui me semble assez importante, c'est la personne qui a la manœuvre, est-ce que c'est un expert du dispositif en démonstration, donc est-ce que c'est quelqu'un qui le connaît par cœur et qui est là justement pour accomplir en quelque sorte, et ça rejoint tout ce qui a déjà été dit, ou au contraire, est-ce que c'est un public averti, voire un public lambda, sur, par exemple, à Laval virtuel, on peut dire que c'est un public averti, mais qui est quand même assez ouvert. Ça peut être vous, ça peut être un public qui veut juste aller voir les nouveautés en réalité virtuelle. Dans tous les cas, ça fait une grande différence pour cette approche de la personne, le démonstrateur qui va, en tout cas la personne qui va utiliser le dispositif de démonstration, parce que évidemment l'usager expert, lui, il connaît son affaire, il connaît la chaîne opératoire, et parfois vous avez des démonstrations où en fait on vous fait la démonstration du fonctionnement d'un potentiel d'un dispositif technique, mais en fait la démonstration est linéaire, c'est-à-dire que la chaîne opératoire est déjà complètement prévue, et c'est même, j'imagine, beaucoup le cas. Donc en fait, l'objet peut ne pas fonctionner réellement, mais il peut fonctionner pour une chaîne opératoire préparée à l'avance, donc linéaire, donc scénarisée, etc. Alors que dans le cas d'un usager lambda, le démonstrateur, il doit présenter des fonctionnalités complètes, en tout cas, qui sont beaucoup plus ouvertes, qui permettent des cheminements divers et variés. Et donc, il y a je crois, cette question de savoir qui est le démonstrateur est tout à fait importante. Et on le voit ici, par exemple, un démonstrateur, c'est le terme qui a été utilisé, celui du CITU à l'Université Paris 8, avec un labo avec lequel j'ai pas mal travaillé. Ici, c'est pour un gros projet qui s'appelle Terra Dynamica. Et c'était un permis piéton, c'est-à-dire l'utilisation d'un démonstrateur de réalité virtuelle pour que des gens, y compris un jeune public, passent en quelque sorte un permis piéton. Donc pour faire l'expérience des mauvais et des bons comportements en tant que piéton dans des environnements qui sont parfois complexes. Et on voit bien qu'ici, finalement, le public n'est plus le public d'un expert qui vient faire la démonstration sur un dispositif qu'il connaît par cœur, mais devient un public beaucoup plus ouvert, ce qui pose justement la question du statut de ces démonstrateurs en tant que dispositif. Alors, c'est exactement ce dispositif aussi de réalité virtuelle du CITU que moi-même j'ai utilisé pour, on va dire, prototyper une installation qui s'appelle Valeurs croisées. Et ici, on voit cette installation, on la verra après en dur, mais elle est d'abord en vidéo avec un système d'interaction qui utilise le démonstrateur de réalité virtuelle, avec en l'occurrence ici un logiciel qui s'appelait Virtools, qui a été racheté par Dassault depuis. Et donc ça a permis comme ça de prototyper, d'essayer, de tester quelque chose en vidéo qui va ensuite devenir quelque chose de beaucoup plus dur, puisqu'il s'agit d'une installation électronique d'assez grande ampleur. Vous voyez ici c'est un circuit imprimé qui fait à peu près 5 mètres de large et qui ensuite va être amené dans une situation progressive de test, de réglage pour ensuite rencontrer un public dans celui de la Biennale de Rennes de 2008. Donc brièvement, il s'agit d'un mur de compteurs qui indique la distance en temps réel de ce qui se trouve face à eux, et donc le public finalement imprimant son activité, sa corporalité dans ce mur de compteurs à travers juste le décompte, la variation des chiffres. Alors, je vais faire un pas un peu de côté, mais je pense que c'est le sujet aussi assez précisément du séminaire de façon plus large, pas seulement de cette séance, sur tout ce qui est recherche liée aux arts et aux technologies. Je reviens ensuite après justement à la situation de ces démonstrateurs. Donc ici, si on devait, par rapport à cette installation, si on devait en parler en termes de recherche et de création et donc la problématiser, on pourrait dire que c'est comment et pourquoi mettre en œuvre la distance entre le public et le dispositif comme opérateur physique
et psychique à la fois. Et donc j'ai fait un certain nombre de travaux, que je ne vais pas présenter parce qu'on n'en a pas le temps, autour de cette question de la distance, hein, donc de travail sur la distance entre un public, un dispositif, et comment la distance devient un opérateur, donc qui est à la fois un opérateur esthétique, physique, psychique, qui mélange en quelque sorte ces différentes approches de la distance. Et donc, si on est dans le contexte de la recherche et création, je voudrais juste redonner ma position là-dessus pour revenir justement au statut du démonstrateur. En recherche et création, la position qui est celle aujourd'hui que je défends de façon assez pragmatique, parce que je suis aussi amené à diriger des recherches, à avoir une position collective qui nécessite de la méthode, c'est celle de dire que finalement la recherche et création, elle se partage entre un travail de recherche qui est plutôt concentré sur les moyens, des créations qui sont plutôt concentrées sur les fins, c'est-à-dire des productions, mais qui en fait, on va le voir, ne sont jamais finies, avec une situation expérimentale qui va relier cette relation entre les fins et les moyens de façon itérative. Et donc, finalement, c'est aussi une façon assez étroite de lier la technique et les arts, hein, où finalement les moyens, c'est les techniques, et la création, les projets qui sont liés à cette recherche sur les techniques que l'on souhaite mettre en œuvre. Donc, quand on veut associer ces points de vue entre art et technique, hein, je mets dans la technique évidemment les technologies, mais les technologies c'est plus réducteur que la technique. On peut se poser la question, quand on associe ces deux approches et qu'on se repose la question du démonstrateur, est-ce qu'on peut penser une œuvre dans ce cadre de recherche et création donc qui nécessite d'articuler très finement art et technique, moyens et fins de façon itérative, est-ce qu'on peut considérer une œuvre aussi comme un démonstrateur? Par exemple, moi je le vois dans beaucoup de collaborations que j'ai avec les sciences de l'ingénieur, finalement je crois qu'on peut assumer le fait que les ingénieurs finalement attendent de ce qui est produit que ça soit un démonstrateur pour eux. C'est-à-dire que dans leur contexte, de leur point de vue, du point de vue de leur public, etc., c'est plutôt un démonstrateur. Et du point de vue des arts, évidemment, c'est une œuvre. Mais on voit que le même objet, en fonction d'une des deux approches qu'il a permis de constituer, peut être considéré de façon différente. Alors, le problème... si on se dit, OK, il y a donc un vrai enjeu de considération de la nature de ce qui est produit par ces deux grandes approches. Or, comment une œuvre peut-elle faire la démonstration de son opérabilité via, j'y reviendrai rapidement, la question de l'affordance, sans être portée par un usage? Parce que c'est ça peut-être une des questions qui va compliquer la donne, c'est que si on est vraiment du côté des arts et pas du design, hein, mais des arts, on va se retrouver avec une problématique qui me semble importante aujourd'hui, c'est-à-dire que finalement, on va mener un travail qui est un travail, surtout pour les gens qui travaillent avec l'interactivité, qui a un caractère opératoire, mais qui n'est pas productif. C'est-à-dire vous ne faites pas quelque chose parce que vous voulez que ça produise quelque chose. Si vous allez sur une borne interactive de la SNCF, c'est sans doute parce que vous voulez acheter un billet. Cet objectif va définir et va forcer la chaîne opératoire amont pour obtenir un résultat. Ici, vous êtes dans une forme d'incertitude qui est puisque vous venez d'abord faire une expérience esthétique et donc qui n'est pas conduite par un objectif utilitaire en quelque sorte. Donc ça change la donne par rapport à cette question de l'affordance que l'on connaît, hein, qui justement, comment un objet va-t-il pouvoir démontrer, hein, puisque c'est aussi la question, comment un objet va-t-il pouvoir démontrer par sa forme même ce que je vais pouvoir faire avec, hein. C'est ça l'affordance, hein. C'est l'idée que c'est, on pourrait presque dire, une énonciation des possibilités d'action avec un objet en passant par la forme même de l'objet. Il n'y a pas besoin de mode d'emploi, l'objet porte par lui-même la qualité opératoire qu'il propose. Et donc, on voit ici que finalement, en allant du côté de l'expérience esthétique,
on va retrouver des questions qui sont des questions qui sont par exemple relatives à l'attachement, c'est-à-dire comment un objet va provoquer un embrayage pour amener à un attachement, pour faire sans pour autant produire que ce soit drivé par un objectif productif. Alors je vais prendre un exemple. Une installation qui date un peu, temps libre, où sont mis en scène, donc est mis en scène un dispositif avec une image qui est projetée, qui est un plan fixe sur un magnifique golf, et en face un objet qui est un mégaphone, qui peut être soit de petite configuration, soit de grande configuration, comme c'était ici le cas La Nuit Blanche en 2005. Je vais montrer juste le début d'une vidéo qui date et qui n'est pas de très bonne qualité, j'en suis désolé, donc de 2004. Hop! Allez, 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 allez! En avance! Allez, on se dépêche là! Bon, on n'a pas tout à... Donc le public criant sur cette image va en renverser le cours en quelque sorte, puisqu'il s'agit d'abord d'une situation pour privilégier, très individuelle, où on peut profiter tout seul d'un très grand paysage, etc. Et à mesure que le public va crier sur cette image, eh bien, il va faire rentrer de plus en plus de golfeurs qui vont avoir un comportement un peu burlesque où les golfeurs vont accélérer leurs mouvements, vont répéter leurs gestes et vont progressivement devenir quasiment des petits, quasiment des esclaves, ou en tout cas des ouvriers dans une mine à ciel ouvert. Voilà. Et alors, le public est amené à crier sur cette image via un objet qui est donc le mégaphone, qui est un objet qui va apparaître comme ayant un rôle fonctionnel dans l'installation. Or, on pourrait tout à fait s'en passer d'un point de vue technique. En fait, il va jouer un rôle fonctionnel parce qu'il va amplifier la voix, donc ça va permettre de donner de la voix, mais il va surtout avoir un rôle d'embrayage, avec une portée symbolique qui est assez ambiguë, puisqu'en fait c'est à la fois un objet de contestation qu'on va trouver dans les manifestations, mais c'est aussi un objet qu'on va retrouver par exemple dans les camps, que ce soit des camps de concentration ou des camps des mines, des choses très dures où il faut passer des ordres à tous. Donc c'est un objet aussi de pouvoir et un objet d'autoritarisme. Donc cette ambivalence et cette puissance symbolique de l'objet va jouer comme embrayeur. Et donc en fait c'est ça qui va quelque part faire affordance, avec aussi une autre chose qui est assez, je pense, assez intéressante à noter et qui avait donné lieu à l'époque à réflexion, c'est comment un objet opératoire peut-il permettre l'embrayage par le fait qu'il opère déjà avant qu'on ne fasse quelque chose dessus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dispositifs qui sont à l'arrêt tant que vous n'interagissez pas avec. Or, ce qui est intéressant, c'est un dispositif qui est déjà en train d'opérer d'une certaine façon et qui va vous provoquer. Et donc, en fait, votre action va changer le cours de son opération. Et ici,
Et c'est exactement ce qui se passe avec un changement de l'opération, puisqu'il y a un changement presque de régime social, dans la mesure où les golfeurs vont devenir ils vont être réduits à l'état de ce qu'il y a de pire au niveau du travail, par un spectateur qui, lui, va se mettre dans un jeu autoritaire. Alors là, il y a tout un rapport, évidemment, on se prend au jeu, etc. Donc, un rapport autoritaire. Et donc, il y a une inversion, quelque part, des statuts sociaux et qui est provocatrice. Et donc, un changement du cours de l'opération. C'est aussi pour ça que ça s'appelle temps libre, c'est-à-dire que ça fait référence à la fois à la question du temps libre, tel que ça a pu, par exemple, être traité chez Adorno, comme contre-temps du travail, en quelque sorte, mais aussi sur le fait qu'on libère la linéarité des médias. C'est-à-dire que d'un seul coup, ce qui se déroulait de façon linéaire va pouvoir se jouer autrement. Et donc tout ça provoque, il y a une démonstration, quelque part, dans ce rapport de force qui est mis en scène entre un objet à forte valeur symbolique et une image qui est déjà en activité, il y a la démonstration, il y a une provocation à prendre place dans ce dispositif. Et d'ailleurs, vous l'avez vu et on pourrait le revoir, mais la personne qui crie à un moment donné se retourne, et dans la salle où ça a été fait, on avait conservé 3 rangées c'était une salle de cinéma dont on avait enlevé tous les fauteuils, sauf 3 rangées. C'était assez intéressant parce qu'on avait vraiment une gradation du public. Donc là, il y a tout le public qui devient performeur en quelque sorte, ou moi j'aurais tendance à appeler performateur de l'œuvre, en l'occurrence d'un démonstrateur, se met en scène au profit d'un autre public. C'est-à-dire qu'il y a une gradation du public et avec des échanges, des publics qui deviennent supporters, etc. Donc là, je ne vais pas rentrer plus là-dedans parce que ce n'est pas le cœur peut-être du propos, mais c'est quand même assez intéressant de remarquer ces changements dynamiques et ce qui se passe dans le public lui-même. Alors, cette question de l'œuvre démonstrateur dans un cadre qui est celui de l'art en lien aux techniques et pas du design, elle est assez intéressante parce qu'elle va confronter 3 choses qui sont, je vais être un peu caricatural comme je le suis depuis le début pour avancer, c'est traditionnellement en art, on va beaucoup parler du rapport fond-forme. Alors, peut-être qu'il faut expliquer que le fond, c'est plutôt la valeur symbolique des choses, en quelque sorte, c'est la capacité à porter du représenté, donc des formes, le rapport entre la symbolique et la forme. En design, traditionnellement, c'est le rapport forme-fonction. Or, ici, on est confronté à une triangulation qui est complexe avec les œuvres qui opèrent et avec lesquelles on peut opérer, donc qui peuvent avoir une valeur de démonstrateur, c'est de devoir assumer cette triple approche, c'est-à-dire le symbolique, la forme, et en même temps une fonction, mais qui ne peut pas être ramenée sur une forme d'utilitarisme, c'est-à-dire une fonction qui n'est à nouveau pas guidée par un objectif utilitaire, mais qui est portée par la volonté d'opérer avec le dispositif dans une sorte d'opération immanente, c'est-à-dire une opération qui a une valeur pour elle-même plutôt qu'une valeur productive sur ce qu'elle peut produire comme effet au-delà d'elle-même. Et donc ce rapport particulier qu'on peut entretenir avec les œuvres, me semble-t-il, est intéressant et doit être en quelque sorte démontré et testé. Et donc finalement, l'œuvre démonstrateur, et là aussi ça a été évoqué tout à l'heure, la démonstration, elle est dans cet état particulier qui consiste alors si ce n'est pas prouvé en tout cas, c'est porter un résultat, publiciser un résultat, le porter aux yeux et devant un public qui peut quasiment en faire l'expérience ou qui peut en faire l'expérience si c'est un démonstrateur ouvert au public. Et en même temps, c'est pour tester. Donc on voit bien que la situation de la démonstration, à nouveau, là on en a parlé tout à l'heure, est une situation toujours intermédiaire, qui reporte toujours les choses. À la fois, donc c'est le moment où on montre un résultat, mais ce moment où on montre un résultat va être un nouveau point de départ parce que c'est un moment de test. Et donc on est toujours dans une sorte d'entre-deux, dans une étape d'entre-deux, entre la démonstration et le test. Et donc finalement, l'œuvre démonstrateur, qui va, elle aussi, être dans ce rapport-là, de démontrer et en même temps de tester,
manifester, ce qu'elle a de spécifique, c'est précisément qu'elle va se faire en public et avec un public, et c'est surtout avec un public qui nous intéresse, où l'exposition va devenir en quelque sorte une forme d'expérimentation publique. Et ça, je pense que c'est un moment, il me semble que c'est une nature de l'exposition qui est vraiment à considérer pour les questions de recherche en art et en design, mais peut-être encore plus en art. Comment on peut penser l'exposition comme moyen d'expérience et de partage d'expériences sensibles et pratiques. Et donc, finalement, penser des œuvres qui sont effectivement expérimentales, mais qui sont aussi expérimentables. Ça rejoint aussi, ça n'a pas été mentionné, mais je pense que c'est quelque chose qui est en écho étroit avec tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est les Living Labs, donc ces lieux justement de partage d'expériences autour de dispositifs sociotechniques. Donc l'exposition comme expérimentation publique, hein, si je reprends mon petit schéma de tout à l'heure, eh bien finalement, ça veut dire que cette expérimentation qui est prise entre les techniques et les projets de création, les moyens mis en œuvre et les fins, mais dans un système itératif, eh bien finalement, l'expérimentation ne peut pas se faire qu'en laboratoire ou en atelier, mais nécessite de se confronter à un public. Et donc l'expérimentation, l'exposition, comme moment public, devient aussi le lieu d'une expérimentation publique et qui va elle-même nécessiter d'amener une forme de méta-regard dessus, où on va rejoindre pas mal de positions des sciences humaines et sociales, donc comment on observe et comment on étudie en quelque sorte cette situation particulière d'expérimentation des œuvres, d'expérimentation publique des œuvres, qui peuvent donc aussi être considérées comme des démonstrateurs. Si je reprends Valeurs croisées, c'est un travail qui a été mené avec deux ergonomes, Mustapha Zouinard et Anne Bationneau, et donc qui ont fait ce travail qui a été publié dans un livre qu'a dirigé Jean-Paul sur l'ère post-média, et donc un travail d'observation de ce qui se passe en situation d'expérimentation publique avec cette œuvre-là, et c'est à partir aussi de ce travail d'observation, de documentation, cette étude, que des expériences esthétiques et pratiques, hein, que va pouvoir donc être fait retour, en quelque sorte, hein, sur faire une sorte de retour d'expérience sur les œuvres pour pouvoir possiblement les faire évoluer. Alors ça pose quelques questions, peut-être qu'il faudra en débattre sur justement la place des sciences humaines et sociales, parce que dans mon schéma, on sent que je reviens à un truc un peu classique qui consiste à amener les SHS un peu en bout de course en leur disant adoptez votre méta-point de vue et tout va bien se passer. En fait, ça peut être un peu plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'on peut amener aussi les SHS dans le processus, et comme c'est un processus itératif, c'est pas vraiment en bout de course, hein, mais c'est à un moment qui peut être tôt, qui peut être plus tardif, ça dépend, mais qui dans tous les cas participe de l'itération, avec des méthodes qui sont, et si on a le temps, je pourrais vous montrer, parce qu'on l'a fait sur un autre projet, qui peuvent être évidemment qualitatives, mais qui peuvent être quantitatives aussi. Et c'est pas toujours simple pour les SHS d'adopter des méthodologies quantitatives, mais on peut très bien le faire, surtout quand il s'agit d'œuvres interactives. Donc nous, on a été jusqu'à développer un logiciel pour faire l'analyse de l'expérimentation du public, des trajectoires du public par rapport à une œuvre interactive. Et puis, ça c'est un travail que moi-même j'ai mené en rebond à partir de celui fait sur Valeurs croisées avec des ergonomes. Ça a été un travail qui a été publié, j'ai d'ailleurs amené un exemplaire du livre, dans un livre qui s'appelle Audience Work, c'est-à-dire comment observer le public en activité dans des installations interactives pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe, mais non pas par la textualité, mais par l'image. Donc ça c'est intéressant aussi parce que c'était une façon un peu de répondre à la position des Visual Studies, mais en adoptant uniquement le visuel comme système d'étude. Et je voudrais juste, c'est sur temps libre, ici j'ai choisi une planche sur temps libre, peut-être juste passer rapidement sur celle de droite parce qu'on voit des choses très intéressantes par rapport à la discussion d'aujourd'hui. Vous voyez, donc là on est sur un public lambda, un grand public, et en plus j'ai des systèmes de prise de vue qui sont assez, c'est-à-dire que je ne suis pas derrière l'appareil. Donc je suis en fait très proche je suis désolé de la comparaison, mais je pense très proche des photographes animaliers. Donc je suis en attente, ça dure très très longtemps, et j'ai des systèmes de télécommande qui me permettent donc ça veut dire que ma prise de vue n'interfère pas beaucoup avec le public. Donc ici vous voyez quelqu'un qui arrive, donc les gens ne connaissent rien, on est vraiment sur la question de l'affordance, dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez quelqu'un qui arrive, en fait il fait quelque chose, il se recule, il regarde ce que ça donne. Il revient à l'action, troisième image.
il interpelle la personne avec laquelle il est venu, et qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez la personne qui est là, qui hésite un peu, il va lui montrer. C'est-à-dire qu'en fait, comme il a acquis une compétence, une connaissance, il est capable de la transmettre et ça lui donne aussi une position de pouvoir. Et donc sur l'autre. Et donc c'est, puisque maintenant je sais, je peux montrer. Et ça c'est intéressant comment justement le public devient démonstrateur. Il devient lui-même, très rapidement, il va prendre en charge ça, et donc on va voir se jouer des rôles entre les différentes personnes du public, et on pourrait regarder d'autres planches où on voit des gens qui vont carrément se faire longtemps, se mettre à l'épreuve longtemps du dispositif, pour vraiment acquérir des compétences, et ensuite sortir de la salle pour aller chercher des gens pour leur montrer. Donc c'est carrément aller chercher le public pour montrer. Et parfois ils le font alors qu'ils sont sur des compétences totalement erronées. C'est très drôle. J'ai des images où on voit des gens qui expliquent comment ça marche en disant n'importe quoi. Mais en même temps, pourquoi pas? Enfin, le n'importe quoi a sa place aussi, mais des fois, c'est vraiment décalé. J'ai des images où vous voyez des gens qui regardent par le mégaphone, par exemple. Hein. Donc, donc l'exposition comme expérimentation publique, donc la prise en compte des résultats de l'observation pour faire évoluer les œuvres, ça veut dire une chose, ça veut dire que ça questionne le statut même des œuvres, et donc des œuvres qui doivent être pensées, puisqu'on est dans un schéma itératif, qui doivent être pensées comme versionnalisables. Donc vous n'avez plus une œuvre qui est donnée comme un objet fini, et où finalement l'exposition viendrait mettre un terme à la production de l'œuvre, mais l'exposition est plutôt une étape qui vient se confronter au public pour renvoyer, pour faire retour d'expérience sur l'œuvre et la faire évoluer. Et donc, ça veut dire que l'œuvre devient versionnalisable, ce qui est quelque chose qui était très présent, je crois, aussi chez Téléphérique, où on avait comme ça une versionnalisation des œuvres, où on adopte même une façon de noter la versionnalisation, comme on l'adopte pour des logiciels. Et puis, ça, c'est quelque chose que je pousse un peu pour l'instant, que je n'avais jamais utilisé, mais c'est quand même un terme que j'aime bien, le fork. C'est-à-dire qu'à partir d'un logiciel, eh bien, vous avez des embranchements qui donnent lieu à d'autres logiciels. Et en fait, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que finalement, le retour d'expérience fait non seulement évoluer les œuvres elles-mêmes, mais fait évoluer l'œuvre en général. C'est-à-dire que pour les artistes, très souvent, les retours d'expérience que vous avez vous amènent à penser la suite de vos productions relatives à ce retour d'expérience. Et pour moi, ça a été flagrant dans le travail avec les ergonomes, ne serait-ce que AudienceWorks, que j'ai montré tout à l'heure, dont j'ai montré d'autres planches, ce travail de prise de vue sur l'activité du public dans mes installations n'aurait pas été fait si je n'avais pas travaillé avec les ergonomes en voyant leur méthode de travail également dans la relation à l'image. Je ne vais pas avoir le temps de montrer un autre exemple, justement qui permettait de voir comment on avait fait évoluer, on était passé d'une œuvre à l'autre avec quelqu'un qui est intervenu ici, Thierry Fournier. Donc on avait travaillé ensemble sur un dispositif qui s'appelle Réanimation, dispositif d'interaction collective. Et on était parti de ce dispositif-là pour voir à quel point, en 2005, tous les problèmes de blob detection, qui sont d'abord des problèmes techniques, étaient finalement assez intéressants parce qu'ils renfermaient des questions qui étaient bien en deçà des questions techniques, des questions sociopolitiques, c'est-à-dire que les systèmes de tracking par caméra nécessitent que les corps soient bien séparés pour pouvoir les traquer. Et donc c'est à partir de là que j'ai rebondi en faisant cette analyse-là sur une autre proposition justement très expérimentale d'un dispositif qui s'appelle Discontrol Party et qui est clairement pensé comme un dispositif à mettre à l'épreuve du public et à analyser pour conduire d'autres versions du dispositif. Donc là, c'est une première, qui avait été une première version de 2009 qui a été faite à Valenciennes à partir de systèmes de tracking vidéo. Et puis ensuite, une seconde version où on a mixé le dispositif en tracking vidéo avec de l'embarqué, c'est-à-dire des systèmes de capteurs sur les gens. Donc le dispositif, c'est un dispositif de contrôle dans lequel le public peut faire la fête. Et plus il va faire la fête, plus il va mettre à mal le dispositif.
puisqu'en fait, les corps indisciplinés, donc qui ne sont pas bien séparés les uns des autres et qui ne sont pas dans des mouvements facilement appréhendables d'un point de vue des trajectoires, posent problème à la plupart des dispositifs d'interaction et donc de contrôle. Et donc c'est ça qui est mis à l'épreuve du public en amenant le public à déstabiliser, à mettre à mal en quelque sorte le dispositif d'interaction qui est aussi un dispositif de contrôle. Donc avec un double système qui va bientôt être un triple système, puisqu'on va introduire la possibilité de traquer le public et au public d'interagir par les smartphones. Donc ça sera la prochaine version. Et je vais finir juste par une petite vidéo qui montre la seconde version, donc la seconde expérimentation publique de ce dispositif. Il faut noter aussi qu'on a des soutiens plutôt recherche, ANR, et aussi un fort soutien de la région de France, qui a Futur en scène. Et c'est intéressant parce que Futur en scène finance des prototypes ou démonstrateurs pour que ça rencontre un public. Donc c'est sur un financement comme ça qu'on l'a eu, et je trouve que c'est très intéressant. Le propos de Futur en scène, là-dessus, il y a plein de choses qu'on peut contester, mais là-dessus a été assez clair tôt, et que je trouve de façon très pertinente. Et c'est comme ça qu'ils ont fait se rapprocher les arts, le design et les technologies, par le rapport au public et par le rapport prototype ou démonstrateur public. Vous voyez une technologie très visible aussi, c'est carrément la vue de scène et faite complètement avec des écrans qui permettent de voir ce que font les ingénieurs qui sont mélangés avec les musiciens pour la seconde version, pas la première. Évidemment, ça touche aussi à tout ce qui est visualisation d'information. On pèse un peu là-dessus, de la visualisation d'information pour l'interaction collective localisée. Pour finir, deux références. D'abord, rappeler qu'on avait, avec Jean-Paul, fait une conférence sur la démo. On avait invité Étienne, on aurait dû sans doute inviter Claude, mais c'était en 2000, donc j'ai retenu la date, c'est 2010.
Et on avait invité aussi Peter Lunenfeld. Et il y avait une chose dans quand on avait mis en place ça, c'est qu'il y avait déjà une incertitude sur le terme de démonstrateur ou de démo. C'est-à-dire on ne savait pas trop si on parlait des gens ou si on parlait des dispositifs. Et je pense que c'est intéressant de revenir dessus pas mal de temps après. Et de s'attacher aussi aux objets dans cette logique aujourd'hui où on parle beaucoup de l'agentivité, des objets, de l'agency, donc du changement de point de vue et donc regarder le monde à partir des objets, le parlement des objets, enfin voilà, pas mal de choses que l'on connaît dans les sciences humaines et sociales aujourd'hui. Et pour finir, donc l'ouvrage dont je parlais, Practicable, je viens de publier, dans lequel il y a pas mal de choses qui touchent à nos questions, en tout cas dans la relation du public en activité avec des œuvres d'art qui sont aussi des dispositifs. Et il y a le texte donc, de Peter Lunenfeld sur démo N0. Voilà, merci. Merci beaucoup.